Bienvenue un coin sur terre. Donc on était dans les vignes, nous voilà dans le chai, donc plus exactement dans le chai d'élevage. Seconde vidéo avec Édouard Santex d'un coin sur terre, vidéo où on parlera plutôt de la vinification et de ce rosé Esperanza. Ce vin était l'une des 3 bouteilles du coffret de mai. En effet, tous les mois je pars filmer plusieurs vignerons dans leur domaine au milieu de leur vigne. Je vous propose de déguster leur vin naturel dans des box mensuelles. Vous aurez plus d'informations sur tout ça sur jusdelavigne.fr. Puisque un coin sur terre, on fait plusieurs types de vins avec des macérations plus ou moins longues et des temps d'élevage plus ou moins longs. On peut avoir des vins qui n'auront vu uniquement que de la cuve et d'autres qui auront vu de la cuve et de la barrique et d'autres qui auront vu que de la barrique, cela permettant d'aller sur des profils de vin un peu différents. C'est un peu à l'image des vinifications qu'on fait un coin sur terre, c'est quand même fait avec des petits contenants et chaque variété et chaque parcelle a un traitement différent, bien particulier. Et c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup les barriques, c'est parce que ça nous permet de pouvoir jouer sur une barrique de tel cépage, une barrique de telle parcelle. Et ainsi, nous-mêmes, quand on est là à déguster, voir un peu comment ça évolue, pouvoir parler, pouvoir se rappeler que juste avant les vendanges, on va regoûter un peu telle barrique et telle barrique. On dit ah oui, la Syrah cette année, c'est comme si, on voit comment ça évolue. Peut-être que voilà, c'est un peu aussi une mémoire. C'est un rosé dont les grappes ont été ramassées donc, sur les parcelles qu'on a vues, à maturité qu'on pourrait dire élevée, à savoir qu'on est là sur un rosé qui titre autour des 13. Donc on a attendu à ce que les arômes de la Syrah se développent comme pour un rouge, sauf que on a directement, après ramassage à la main, décidé de le mettre en pressurage. Donc on a rentré en grappe entière dans le pressoir, on a pressé et le jus, comme on était une maturité qui était déjà bien évoluée, nous a fait directement cette couleur qui serait presque sanguine pour un rosé. Et du coup, c'est directement à la sortie du pressoir que cette couleur est née. Et ensuite, on l'a vinifié donc naturellement. À savoir que pour la petite histoire, et c'est ce qui se fait sur tous les vins, on fait des levains naturels. Donc, c'est-à-dire que on essaie de prévoir un petit peu nos vendanges une semaine à l'avance. Et une semaine avant, on est allé dans les parcelles qu'on est allé voir. On a récolté à peu près une vingtaine de pieds qu'on a ramenés ici, qu'on a égrenés à la main, qu'on a foulés au pied, qu'on a mis dans des jarres en verre, qui nous a permis de les mettre à l'extérieur au soleil pour démarrer la fermentation alcoolique. Et une fois que cette fermentation était en pleine fermentation justement, c'est là où quand on a rempli notre pressoir, avant de fermer le pressoir, on est venu jeter le contenu de notre jarre dans le pressoir qui lui était en pleine activité, ce qui fait que dès le pressurage, il y avait déjà des micro-organismes, les levures, qui ont commencé à contaminer le milieu, ce qui fait qu'au moment du pressurage, déjà il y avait une homogénéisation entre le jus sucré qui venait d'être ramassé et déjà la partie où les levures avaient déjà commencé à entamer le processus de vin. Ce qui fait qu'une fois en cuve, le processus démarre directement et on laisse vinifier ça naturellement. Ça a pris très peu de temps. Pour cette année, c'était assez particulier, pas mal d'azote, tout s'est bien passé. Donc on a eu une fermentation qui a pris une dizaine de jours. Et après quoi, on a décidé de le mettre en cuve pendant 3 mois. Puis ensuite un élevage en barrique pendant 3 mois. Pour essayer là aussi de venir renforcer si je puis dire, les défenses de ce rosé via les tanins du bois. Comme on est sur un rosé qui donc n'a pas de tanins puisqu'il n'y a pas eu de macération qui a permis d'extraire quelques tanins et trop de polyphénol, même si on en a un petit peu, comme on peut le voir à la couleur, le fait qu'on les ait mis un petit peu en barrique a permis de les faire gagner un peu en tanin et ainsi lui donner un petit peu aussi de longueur en bouche. Donc on a une protection du vin en lui-même, intrinsèque, mais on a aussi un apport qui lui permet de venir gagner un petit peu en longueur en bouche. Donc voilà les 2 idées qui ont amené à mettre ça en barrique pendant 3 mois. Donc élevage moitié barrique, moitié cuve. Ça, c'est un vin qui n'a vu aucun intrant. Et même à la mise en bouteille, on est sur des vins qui n'ont ni été filtrés ni collés. Ce qui peut faire que de temps en temps, vous pouvez avoir un léger dépôt qui est au contraire plutôt un signe positif sur le fait que ce vin soit vraiment issu de raisin, donc d'un jus de raisin fermenté, quoi. On est vraiment passé de l'étape grappe de raisin à vin en bouteille.
Ça va faire, là je vais attaquer ma 20e vinification. Et finalement, le fait d'aujourd'hui faire du vin à base de jus de raisin fermenté et que de jus de raisin fermenté, eh bien c'est la juste continuité de ce parcours, quoi. Qui est de se dire, ben, si je sais faire du vin, entre guillemets, interventionniste, je dois savoir en faire un naturellement. Donc moi, personnellement, voilà ce que ça m'apporte. Après, en termes gustatifs, ouais, ça n'a rien à voir. On ne se penche vraiment sur la qualité du raisin et du terroir. On essaie de faire un peu abstraction à juste l'esthétique, juste le gustatif, aromatique primaire qui peut venir nous donner certes des émotions, mais sont-elles vraiment celles liées au terroir ou celles liées à l'intervention de l'homme? Nous, on est juste le vecteur entre le terroir et le consommateur final. C'est comme ça que je le vois. Et si on peut faire abstraction de tous les intrants qu'on met dedans, eh bien, ça ne sera que plus révélateur du terroir. Voilà ce qui nous a amené à ça. Donc il y a des vins sur lesquels je sens qu'il faut qu'on sulfite légèrement. Alors si on doit le faire, on sulfite à 2 grammes hectolitres contre 20 autorisés en conventionnel. Donc ce qui est 10% de la dose autorisée normalement, mais qui peut permettre sur certains vins de pouvoir leur faire gagner en stabilité. Donc nous, on ne met pas les œufs dans le même panier, celui-ci n'a rien vu, ni sulfite ni autre. On a un autre rosé où on a légèrement sulfité parce qu'il me semblait nécessaire d'avoir les deux. J'aime bien faire cette image des vins naturels avec ou sans sulfite, c'est qu'un vin naturel c'est plutôt un vin vivant. Sans sulfite, le vin vivant il va faire comme ça, des fois il va être comme ça, et ça en l'espace d'un mois, hein. Je veux dire tous les mois, ça peut monter, ça peut descendre, ça peut atteindre des pics optimum exceptionnels, et des fois des moments où on le goûte, on dit ouf, là il est un peu en dedans. Et le regoûter une semaine après, on dit c'est incroyable, c'est incroyable. Et quand on met 2 grammes, par exemple, comme nous on le fait, ben on peut aller plutôt sur des courbes qui oscillent un peu moins. Le vin reste vivant, hein, mais il est un peu limité dans son cheminement. Donc voilà pourquoi on fait ça. Et même pour moi, je pense que c'est important de voir un peu comment vont évoluer aussi nos vins avec et sans. Une fois que tu as des verres, je vais vous montrer. Hop. Costière de Nîmes. Est-ce que tu peux parler un petit peu de cette appellation? Donc là, on est sur la l'aire d'appellation des Costières de Nîmes. Ce vin est en IGP Gard. Mais on est sur l'aire d'appellation AOP Costières de Nîmes, qui est en fait l'appellation la plus au sud de la vallée du Rhône. Il y a une grosse culture coopérative. Tout au début, chaque viticulteur vinifiait chez lui. Après, ils se sont rassemblés en cave coopérative. Et là, on voit qu'avec le vieillissement de la population des agriculteurs, petit à petit, les caves commencent à fusionner. Et depuis, j'ai envie de dire 20 ans, il y a eu vraiment la volonté de caves particulières de s'installer sur des vins de plus en plus haut de gamme, parce que le terroir le permet complètement, l'encépagement le permet complètement, l'histoire et la culture le permet complètement. Et j'ai l'impression que voilà, les générations qui sont arrivées il y a 20 ans à peu près ont eu vraiment cette volonté de faire des Costières de Nîmes quelque chose avec une belle réputation. Je pense que les Costières de Nîmes est pour moi une appellation montante dans laquelle je crois énormément. Nous, on est un peu le cul entre le Languedoc et la vallée du Rhône. Moi, je suis fier de là où on est. Ça me semble important que les gens qui vont boire une bouteille aient une référence d'une appellation. Peut-être pas dans tout ce que peut permettre ou contraindre l'appellation, mais plutôt d'un point de vue purement géographique, quoi, et de terroir. Et je pense que ça, pour ça, c'est important, parce qu'on fait avant tout des vins de terroir. Je pense que le vin vivant, les vins vivants, c'est bien ça l'idée, quoi. Nous, on est un peu en retrait, alors c'est nous qui les faisons, mais je reste persuadé que c'est le meilleur moyen, vin sans intrants, de faire parler le terroir, et de ne pas l'artificialiser, de ne pas l'influencer. Donc ouais, ça me semble très important. Esperanza, c'était la toute première cuvée que j'avais fait en nature en 2010. Voilà, alors que j'étais salarié, j'avais commencé déjà en 2010 à faire ma première cuvée en vin nature. Esperanza parce que voilà, ça c'était des références à un voyage en Amérique du Sud où j'étais rentré avec plein d'espoir et la volonté de faire du vin nature déjà. Après pour les autres que sont tentation, intuition, sensation, c'est plutôt sur le registre des émotions. C'est comme on le ressent. Voilà. Donc c'est plutôt voilà, du registre du ressenti.
Sur ce Syrah, donc moi j'ai vraiment ce côté, comme je disais, on l'a ramassé donc sur un stade plutôt évolué pour un rosé. Et je lui retrouve du coup des côtés un petit peu compotés. Mais on est là sur des arômes qui sont pas sur, je vais caricaturer, mais sur de la fraise, sur quelque chose qu'on peut attendre d'un rosé. Là on va aller sur quelque chose qui est déjà très vineux, déjà à la base, qui peut s'apparenter à un rouge léger. Mais par contre, dans la fraîcheur, dans la tenue en bouche, dans l'acidité, ce peps qu'il a, on est là vraiment sur un sentiment de rosé. Donc pour moi, on a l'aromatique d'un rouge léger, mais par contre la tension du rosé. Moi, je l'ai caractérisé comme ça. Et je pense que pour revenir sur l'élevage en barrique, je crois que lui, on aurait tendance à le percevoir en fin de bouche. Le côté un peu amande, j'ai pas envie de parler du côté vanillé parce qu'il n'y est pas du tout. Comme ressenti, fruit à coque un peu. Et en bouche, cette finale qui nous amène, qui nous allonge le palais avec voilà, cette petite rondeur, cette petite sucrosité qu'on peut avoir, qui peut être certainement liée à l'élevage en barrique. Je pense que la barrique, malgré son âge, qui est une ancienne barrique de blanc, a son incidence là-dedans. Le fruit d'un rouge léger, la tension d'un rosé voilà, avec sa fraîcheur, et derrière cette finale qui est sur la sucrosité un peu, sur la rondeur, liée à l'élevage en barrique. Moi, je l'inviterai avec quelque chose à grignoter, entouré de quelques tapas, je verrai bien. Ne pas oublier qu'on va souvent le sortir quand il va faire un peu chaud, donc ne pas hésiter à bien le rafraîchir avant. Ou bien sinon, sur un petit repas à base de viande blanche, peut-être, légumes grillés, et des choses plutôt légères. Je pense pas qu'il faille aller vers trop d'épices. Arriver quand il y a un rayon de soleil, sortir ça avec quelques trucs à grignoter, parce qu'il appelle quand même à manger. Ça reste un rouge léger. Dans le coin, on pourrait parler un peu de tapenade, brandade de morue ici, voilà, qu'on met sur une tartine. Je le verrai sur ça. Parce qu'au fait, voilà, à la base, j'avais prévu de faire qu'un rosé. Je devais associer le premier et le deuxième ensemble. Mais c'était tellement différent qu'en fait, en les mettant ensemble, les deux perdaient leur spécificité. On avait d'un côté un rosé pâle, rond, gras, qui tout seul allait très bien, mais mélangé à ça, qui est un peu plus vineux, en fait, on avait toujours le cul un peu entre deux chaises. Il y avait aussi cette volonté de ne pas... Alors, est-ce que je devais sulfiter ou pas? Parce que justement, l'autre, il avait tendance à être un peu moins stable, on va dire, un peu moins des finales, un petit peu moins joli que celui-ci, donc... Je me dis, est-ce que ça signifie que je vais devoir sulfiter tout mon rosé, ce qui m'ennuie un peu. Et c'est donc à sortir de pas mal de jours de réflexion quand même, parce que j'étais un peu embêté, que j'ai dit, ben en fait non, mais le plus simple c'est d'en faire deux, quoi. Un où je sulfite légèrement à 2 grammes, voilà, et puis celui-ci que je laisse comme il est. Et je suis content. Ce qui est étonnant, voilà, c'est vraiment ça, c'est que là on n'est même pas sur de la macération, quoi. On est sur des pressurages directs. Moi, je pense que c'est d'un point de vue purement personnel. J'aime bien boire frais l'été. Il y a certains rouges qui se ferment beaucoup quand on commence à les servir en dessous de 14 degrés. Et je trouve que bon, l'été, voilà, il fait un peu chaud, on a envie de se désaltérer. Donc je trouve que pour moi, c'est un peu le bon entre-deux d'un vin d'apéro ou d'un début de repas ou d'un repas léger, mais avec quelque chose de désaltérant. Et du coup, c'est pour ça que j'en ai fait. Parce que moi je suis assez friand de ça, quoi. Pour les gens qui n'aiment pas trop les rosés, eh ben, ça peut être top parce qu'on n'est pas sur ce côté putassier qui est très aromatique mais avec rien à part de l'eau et de l'acidité. Là où on est sur un plus léger qu'un rouge et qui là pour moi avec des ressentis et une longueur en bouche qui reste suffisamment de temps pour se rappeler qu'on a quelque chose en bouche, quoi. Donc voilà pourquoi on a été amené à faire ça. Un métier de vigneron est un métier magnifique. On n'est pas grand-chose dans ce monde, je pense. Et le vin et la façon dont on le fait, en tout cas, avec les risques qu'on prend en voulant vinifier naturellement des vins vivants, je pense que c'est un peu le bon équilibre qu'on peut trouver entre se faire plaisir,
donner du sens à ce qu'on fait, mais aussi donner du sens aux gens qui vont boire les vins derrière, à savoir que c'est transparent. Ce que je veux dire par là, c'est que ce que vous buvez, c'est transparent. C'est ce que vous ressentez, c'est ce qu'il y a dans la bouteille. Il n'y a pas d'artifice, c'est comme c'est, quoi. Avec nos questionnements, avec nos fiertés, je pense que c'est top de pouvoir goûter ça et c'est top surtout de les mettre en avant.